Bonjour chers élèves, nous allons reprendre le chapitre 7, là où nous l'avions laissé. Nous avons vu, je vous rappelle, dans cette première partie du chapitre 7, qui s'intitule Comment se construisent et évoluent les liens sociaux, que ces liens sociaux pouvaient revêtir différentes formes avec l'analyse de Serge Pogam. Puis nous avons vu que ce lien social est relié à des groupes sociaux. Et enfin, avec l'analyse d'Émile Durkheim, nous avons analysé justement, parallèlement à l'évolution des sociétés, comment ce lien social qu'il appelle solidarité a évolué, passant d'une solidarité mécanique à une solidarité organique, provoquant une montée de l'individualisme. Dans cette partie, nous allons analyser particulièrement comment l'environnement bouleverse le lien social. Dans un premier temps, nous allons voir que l'environnement technique, technologique, et notamment avec l'arrivée du numérique, bouleverse ce lien, et dans un deuxième temps, comment l'environnement économique va le bouleverser aussi. Les réseaux sociaux numériques sont arrivés récemment et ont profondément bouleversé la façon dont les individus interagissent entre eux, la façon dont ils font société. Des plateformes comme, vous connaissez tous, hein, des plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram, sont omniprésentes dans nos relations et on s'est interrogé sur l'impact que cela pouvait avoir. Dans un premier temps, certains sociologues, à l'instar par exemple de quelqu'un comme Antonio Casilli, ont montré que ce sont des outils qui étaient là essentiellement pour finalement renforcer les liens que les individus ont déjà avec leur famille, avec leurs amis, etc. Qui n'ont pas remplacé bien sûr les rencontres directes, mais que tout simplement ça allait être une continuité de leur vie réelle, donc dans le monde virtuel. Dans un sens, on peut dire qu'effectivement, elle protège les individus de l'isolement, puisque même si les relations sont quand même des relations virtuelles, elles sont là, et au final, ça lui permet effectivement d'avoir des liens, même si ces liens sont faibles. Certains, au contraire, sont interrogés sur les risques du numérique, avec effectivement des phénomènes de désocialisation qui peuvent apparaître progressivement et surtout chez des jeunes personnes. Alors, au Japon, ce phénomène est connu sous le nom de hikikomori. Vous l'avez vu dans la vidéo que vous avez dû travailler. Ça concerne 500 000 personnes au bas mot au Japon, souvent de jeunes hommes, comme dans la vidéo que vous avez vue. L'autre problème des réseaux, c'est également le problème des gens qui en sont exclus, notamment les personnes âgées qui ont du mal à s'adapter à ce monde numérique en évolution, qui n'ont pas les bases, et donc effectivement, hein, on parle de fracture numérique, ça peut provoquer un isolement parce que effectivement de plus en plus de choses se réalisent sur Internet et donc il faut être un minimum connecté. On parle justement d'analphabète numérique pour désigner aussi ce phénomène. Troisième analyse, pardon, c'est de se dire que les réseaux finalement n'ont pas eu un impact très grand sur la sociabilité et que au final c'est à peu près ce qu'on connaissait auparavant. Et donc pour illustrer cette position, on a deux expériences. La première expérience que vous avez vue aussi en vidéo, c'est l'expérience dite du petit monde. C'est une expérience qui a été menée en 1967 par le psychosociologue Stanley Milgram, qu'on a déjà rencontré avec l'expérience de Milgram sur la soumission, hein, si vous vous souvenez un petit peu. Alors cette expérience, vous l'avez vu, il va mettre en évidence grâce à cette expérience que nous sommes séparés avec n'importe quel individu au monde par 6 degrés de séparation. En clair, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Tout cela 6 fois. Hein, il l'a fait, vous avez vu la vidéo avec la lettre qu'il a demandé d'amener, etc., etc. Avec les nouvelles technologies de la communication, donc avec le numérique, on se rend compte que les choses ont un peu changé, que la donne a un peu changé, puisqu'on dit qu'il y a 4 personnes en gros entre n'importe qui au monde et vous, entre Barack Obama par exemple et vous, il y aurait 4 personnes, donc en fait on peut se dire que la donne n'a pas énormément changé. L'autre expérience, c'est le nombre de Dunbar, appelé aussi la règle des 150. Vous l'avez vu également dans la vidéo. Et là, on nous montre que nous ne pouvons pas entretenir une relation stable et intense à un moment donné de notre vie avec un nombre limité de personnes, et ce nombre serait 150. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de 150 vrais amis, hein. Je ne parle pas des amis virtuels, là vous pouvez en avoir des millions, mais avec vraiment
un nombre limité de personnes. Ça s'explique par la taille biologique de notre néocortex, et donc là on est un peu limité. Et donc l'arrivée des réseaux virtuels n'a pas augmenté ce nombre, on reste à 150, les amis virtuels n'étant pas considérés comme des personnes que l'on voit tous les jours. Donc pour résumer, trois positions, le numérique, on peut dire soit il a augmenté la sociabilité, soit il désocialise, soit, à l'instar de ces deux expériences, il n'y a pas d'impact vraiment flagrant sur la sociabilité. Deuxième analyse ici qu'on va aborder, c'est le lien social face à l'environnement économique. Effectivement, là encore, l'environnement économique peut avoir des impacts importants sur le lien social, tout simplement parce que à partir des années 80, on voit s'installer un chômage de masse, une précarité qui va impacter le lien social parce que lorsque les individus sont au chômage sur une durée assez longue, ils vont perdre progressivement leurs compétences et sociales également, hein. Donc il y a une sociabilité qui diminue, mais également une pauvreté qui s'installe. Alors en France, on a des minima sociaux qui évitent le développement d'une pauvreté radicale, une grande pauvreté, mais ça n'évite pas la disqualification sociale. C'est un concept qui a été élaboré par Serge Pogam, que vous avez déjà rencontré dans notre grand 1, et vous avez fait la biographie de Serge Pogam, donc je ne vais pas y revenir. Il désigne la disqualification sociale comme le fait d'être stigmatisé, c'est un mot aussi qu'on a déjà abordé, étiqueté comme assisté. Un individu qui bénéficie des allocations de minima sociaux, que ce soit le RSA ou l'allocation adulte handicapé, est stigmatisé et a un sentiment d'inutilité sociale qui est renforcé par l'étiquette que l'on va lui accoler de, je sais pas, cas social, de pauvre, etc. Et donc cette disqualification va le rendre inutile aux yeux, euh, aux yeux de la société, et il va prendre conscience de cette infériorité de statut et sont désignés comme effectivement comme des gens qui sont inutiles. Et quand il dépend de ces aides sociales, il est de plus en plus stigmatisé, il est de plus en plus étiqueté, et c'est une situation de vulnérabilité qui s'accroît et qui le rend beaucoup plus fragile vis-à-vis des aléas de la vie, comme une maladie, un divorce, etc. Et progressivement peuvent entraîner une dislocation des liens sociaux. Alors on le voit dans le document que vous avez aussi traité dans le travail que vous m'avez rendu. En France, on a plus de 4 millions de personnes allocataires des minima sociaux, que ce soit le RSA, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, ou aussi l'allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs en fin de droit. Au total, ce sont 7 millions de personnes, soit à peu près 11% de la population française, qui vivent de ces minima, si on inclut les enfants qui peuvent aussi être des. L'autre concept que j'aimerais analyser avec vous, c'est le concept de désaffiliation. Toujours dans ce contexte d'exclusion, les individus sont vulnérables, et le chômage et la précarité touchent une population qui parfois est considérée comme surnuméraire, c'est-à-dire une population qui est devenue inemployable. Alors ce sont les travailleurs vieillissants, les jeunes sans qualification, les individus éloignés pendant un temps assez long de la vie active. Cette population qui n'a plus de relation de travail stable ne bénéficie plus de la protection sociale, puisque en France la protection sociale est liée au statut de salarié, et donc elle devient une population qu'on dit désaffiliée. L'affiliation, c'est une affiliation, c'est les droits que l'on va progressivement se construire, le droit à la protection sociale. Or, quelqu'un qui est éloigné pendant une durée relativement longue de la vie active est une population qui est dite donc désaffiliée. La désaffiliation, ça correspond donc à une dissociation du lien social qui va s'expliquer
par l'absence de travail. Et cela va provoquer un isolement social. Si je regarde un petit peu notre document que vous aviez aussi à traiter, si je regarde la situation des sans-abri, eh bien on se rend compte que ce sont surtout des hommes, ce sont surtout des personnes seules, donc qui ont coupé les liens familiaux, parce que personne ne peut les héberger. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément jeunes, mais pas forcément vieux non plus. Donc si on regarde, le gros des bataillons se situe entre 25 et 54 ans. Au-delà, il y a des mesures d'aide spécifiques. Et ce sont des gens qui vivent effectivement dans la rue à 54% et qui ont ni tente, etc., ni endroit, on va dire, où se réfugier. Donc le désaffilié, si vous avez compris un petit peu les deux, n'est pas exclu définitivement de la société salariale, parce qu'au contraire, il a besoin de cette société pour pouvoir bénéficier des minima sociaux. Mais ceci dit, il est quand même à la marge. Il est à la marge et donc il est désaffilié, il n'a plus la protection sociale que nous offre le travail. Alors, il préfère effectivement, hein, Robert Castel va préférer cette idée de désaffiliation plutôt que l'idée d'exclusion sociale, qui est un concept plus radical, hein. L'exclu, c'est celui qui est carrément en dehors. Là, l'individu n'est pas en dehors, il a besoin de la société salariale pour ses minima sociaux, mais en même temps, il n'est plus affilié à la même protection que le reste de la population active. Donc pour conclure, hein, on peut dire effectivement que le lien social va unir les individus d'une même société et que de ce fait, il leur permet de faire société, il assure la cohésion sociale et l'intégration de tous. Chaque société va définir aussi comment cette cohésion s'opère, quelle forme prend ce lien. Et ce lien, on l'a vu avec Durkheim, évolue dans le temps mais aussi dans l'espace. Ce lien, cette forme de solidarité dépend du contexte économique, on l'a vu, on vient de le voir dans cette partie, et aussi technologique. Bien sûr, la montée en puissance de l'individualisme a bouleversé tout cela, mais il y a un autre problème qui apparaît, c'est la montée des inégalités, incarnée par exemple récemment par le mouvement des Gilets jaunes. Et effectivement, hein, on a là le questionnement, est-ce que on est encore capable aujourd'hui de faire société? Est-ce qu'on n'est pas sur une société fracturée, divisée? Et quel va être l'avenir finalement au sortir de cette période un peu troublée, un peu étrange de ce lien social? Voilà, notre chapitre est terminé. Nous allons enchaîner sur les chapitres d'économie. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée en vous souhaitant particulièrement bon courage dans cette période un petit peu difficile et je reviens vers vous très vite. Au revoir.